en quelques phrases ce que des centaines de recherches étayent. Mais je me permets d'insister. Vous voyez, l'isolement des personnes, on a beaucoup de recherches là-dessus, se traduit par une augmentation d'un état inflammatoire et notamment une flambée de cytokines. Hein. Et quand on confine les personnes en les isolant dans les EHPAD, comme on l'a fait avec les personnes âgées, on provoque une tempête de cytokines, ce qui expose le plus au fait que le virus soit dommageable, voire létal. Donc il y a un ensemble de choses qu'il va falloir faire émerger, et c'est probablement pas le temps de l'analyse. Moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est que dans une logique de théorie de la catastrophe, les catastrophes arrivent le plus souvent par un enchaînement de petits problèmes dont aucun n'aurait eu cet ordre de gravité en lui-même. Et là, il y a vraiment une analyse post-mortem à faire, où il s'agira d'analyser quels ont été ces différents ratages, parce qu'effectivement, c'est une épidémie qui avait vocation, à mon sens, à être contenue relativement sans dégâts. Ça n'est pas un virus particulièrement dangereux. Et puis là, on a vraiment manqué de coche, c'est-à-dire qu'on arrive à une hécatombe, mais qui pour moi résulte beaucoup plus des réponses qui ont été prises ou qui n'ont pas été prises que de la dangerosité percée du coronavirus lui-même. Et à qui faire porter la responsabilité de cette hécatombe alors? Alors, je crois qu'il y a 3 ordres de responsabilité. Le premier, c'est de ne pas avoir été préparé. Oui, c'est comme si vous avez un incendie, les pompiers arrivent, la lance, elle ne marche pas, il n'y a pas de prise d'eau, et puis on est sur la réserve avec le camion. Là, vraiment, il y a quelque chose qui est inacceptable pour des gens qui sont payés à année longue pour anticiper ce genre de risque. Le deuxième, moi j'ai toujours dit que je ne lançais pas la pierre quant aux mesures qui ont été prises, notamment celles du confinement, parce qu'à ce moment-là, dans l'incertitude dans laquelle on était, ça pouvait faire sens. Par contre, dès lors qu'on découvrait qu'il y avait d'autres éléments, je trouve que la parole publique a été totalement incapable de se remettre en question et d'admettre ses torts. Et ça, de nouveau, c'est extrêmement dommageable dans la confiance que la population fait à ses autorités. Vous savez, je suis en Suisse, donc on observe la France d'un côté et l'Allemagne de l'autre. Et un politologue a très justement dit, Angela Merkel a parlé aux Allemands comme à des adultes, et le gouvernement français a parlé à la population comme à des enfants. Et là, il y a vraiment un problème de responsabilité dans la parole publique, y compris d'admettre les torts. Dire les masques, ça sert à rien parce qu'on n'en a pas, je suis désolé, là on est dans l'escroquerie intellectuelle. C'est vrai qu'à ce moment-là, on ne savait pas si les masques étaient efficaces et dans quelle mesure, mais le premier truc, ça aurait été de dire on est désolé, on n'en a pas, on a foiré. Et au lieu de ça, on est entré dans des verbalisations qui étaient, à mon sens, malhonnêtes. Je voudrais justement qu'Arnaud Benedetti réagisse, parce qu'on est quasiment dans la communication, là, Arnaud Benedetti, c'est votre cœur de métier. C'est très difficile d'analyser les événements au moment où ils se déroulent. Vous savez, il y a la fameuse phrase de Marx qui disait les hommes font leur histoire, mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font, en l'occurrence. Et c'est constitution. Et nous avons en France la mémoire d'un certain nombre d'événements sanitaires récents qui ont profondément ébranlé les pouvoirs politiques. J'en citerai seulement 2. La canicule en 2003, la grippe H1N1 en 2009. On a vu d'ailleurs qu'à ces époques-là, l'État a réagi différemment. Donc il faut aussi prendre en compte, disons, cet aspect-là historique, cette mémoire récente des événements pour expliquer finalement la façon dont les pouvoirs publics se sont comportés. Ensuite, là où je rejoins complètement ce qui vient d'être dit, c'est qu'en effet, la communication qui a été la communication de l'exécutif depuis maintenant 6 semaines, 7 semaines, c'est une communication qui est profondément marquée par ce sentiment de panique et où on voit très bien qu'on a une communication qui vise, in fine, à parler aux Français, non pas comme à des citoyens adultes, mais plutôt, disons, à essayer de produire un discours qui est très infantilisant, très injonctif, qui rappelle ce qu'on appelle le gouvernement des conduites, c'est-à-dire on va dire aux Français exactement comment vous allez vous comporter dans votre vie privée, vous n'avez pas le droit de circuler, on va même culpabiliser la société parce qu'elle ne respecte pas suffisamment les mesures de confinement, alors qu'on peut considérer plutôt que la société s'est assez bien comportée dans son ensemble, nonobstant quelques exceptions. Donc il y a toute cette atmosphère qui explique aussi la façon dont les choses se sont déroulées, mais encore une fois, si la communication avait été une communication de vérité, si elle avait été une communication de transparence, si elle avait été une communication qui s'adresse aux Français comme de vrais citoyens, on aurait peut-être eu en l'occurrence vraisemblablement une meilleure adhésion, en tout cas de l'opinion publique, à la politique menée par nous. Là, vous rejoignez Jean-Dominique Michel, parce que c'est exactement ce qu'il vient de nous dire. Vous êtes très dur également sur les responsabilités, parce que vous êtes modélisateur, des geeks qui passent leur vie devant les ordinateurs, et c'est assez étonnant parce que autour de ce plateau, tout le monde semble d'accord avec vous, des geeks devant leur ordinateur qui pensent à construire un monde qui n'existe pas. Oui, je veux dire, le professeur Ferguson en Angleterre avait déjà prédit des millions de morts pour chaque épidémie qui s'est éteinte rapidement.
Donc on est beaucoup à être tombé dans le travers inverse, moi aussi. C'est le fait de se dire on nous a déjà fait le coup 12 fois, donc ça va s'éteindre tout seul. Mais ça, quand vous êtes un saint de Pékin dans votre salon, vous avez le droit de le penser et de vous tromper. Quand vous êtes un responsable politique qui doit anticiper les dangers, ça n'est juste pas acceptable comme posture. Moi, pour rebondir sur ce que monsieur vient de dire, quand on étudie la salutogenèse, donc ce qui nous aide à entretenir notre santé, il y a 3 besoins fondamentaux dans les moments de crise. C'est l'intelligibilité, parce que je peux donner sens à toutes les informations que je perçois. Il y a la cohérence, comment est-ce que ça résonne avec mes valeurs, et puis il y a le pouvoir d'agir. Qu'est-ce que je peux faire à ma toute petite échelle qui aille dans la bonne direction? Et je suis d'accord qu'il y a une carte qui a été ratée parce que la population était massivement adhérente à cette idée de protéger les personnes à risque et d'éviter l'engorgement dans les hôpitaux qui étaient dans une situation dramatique. Donc, vous annoncez des centaines de milliers de morts si on ne le respectait pas. Donc on ne pouvait qu'adhérer parce qu'on nous dit si vous ne le faites pas, il va y avoir des centaines de milliers de morts en France. Donc on n'a pas le choix au fond. Oui, c'est vrai, mais vous voyez d'autres pays comme la Suède, ils n'ont pas plus de morts qu'en France, ils en ont même beaucoup moins. Donc c'est un discours qui était faux. Donc que les gens y aient cru, moi aussi, je veux dire, j'ai tout de suite dit, je ferai tout ce qu'on me demande de faire, je ne me sens pas la liberté individuelle de transgresser les recommandations du gouvernement qui est en charge. Mais ça n'empêche pas l'esprit critique, et notamment dans cet effort d'intelligibilité, d'essayer de comprendre les tenants et les aboutissants de cette affaire. Et pour cela, Onville l'a dit avant moi, il faut de la mixité. Quand vous bloquez une société, ça n'est pas juste un problème médical, c'est un problème de santé, et la médecine n'est pas très bonne en santé. La médecine, c'est la science des maladies, c'est pas la science de la santé. Et puis, il y a d'autres corps de métier ou réservoirs d'intelligence qu'il s'agit de mettre à contribution. Et je terminerai avec ça, mais je trouve qu'en France, vraiment ce qu'on observe, c'est qu'il y a eu une panne de l'intelligence collective. Il y avait beaucoup de bonne volonté, il y avait beaucoup de compétences, il y avait un potentiel industriel et scientifique, et si tout le monde avait au moins pu tirer un peu à la même corde, je crois qu'on serait arrivé à des réponses beaucoup plus intelligentes et efficientes. Là, on a vu que c'était une espèce de guerre civile d'experts, et que l'intelligence collective a été mise en panne avec de surcroît une bureaucratie qui a bloqué des initiatives qui étaient tout à fait louables de plein de ressources dans la société. Juste un dernier mot, si vous pouvez répondre assez rapidement, Jean-Dominique Michel, puisque vous nous l'avez dit, vous êtes en Suisse, vous regardez la France, vous regardez l'Allemagne, vous parlez de cette bureaucratie, vous parlez de ces experts qui sont venus s'étriper sur les plateaux de télé, on les a vus ici. Moi j'ai une question sur l'hydroxychloroquine, par exemple, sur le professeur Raoult. Comment vous qui êtes en Suisse, qui voyez ça d'un peu loin, qui voyez la situation dans les autres pays, comment vous avez vécu, et je parle au passé, mais on peut parler au présent parce que ça continue aujourd'hui encore, comment vous avez vécu cette guerre d'experts par rapport à ce médicament proposé, cette association de médicaments, cette bithérapie proposée par le professeur Raoult? De la même manière, parce que la hydroxychloroquine est aussi interdite aux médecins généralistes en Suisse. Moi-même, je suis tombé malade du Covid. J'ai eu une aggravation au bout du 10e jour. J'ai été demandé à mon généraliste de m'en prescrire. Il a accepté. Les pharmacies ont refusé de me le livrer. J'ai dû aller au marché noir clandestinement trouver de l'hydroxychloroquine. Et en 48 heures, tous les symptômes étaient passés. Donc moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'inimaginable à sacrifier l'empirisme médical et la liberté de prescrire de chaque médecin, un fétichisme scientifique qui évidemment a sa validité dans son domaine d'expertise, mais qui n'est pas la bonne réponse dans une situation de crise ou de guerre. Et donc là, je pense qu'il va y avoir des conséquences, d'autant plus que les recherches tombent, montrant l'efficacité relative au moins de l'hydroxychloroquine, et le fait d'avoir attenté à la liberté de prescrire des médecins, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, sauf dans une logique totalitaire de dictature médicale où les autorités décident pour tout le monde, et les médecins ont prêté un serment d'Hippocrate. C'est leur responsabilité avec le patient de faire un choix de traitement. Et moi, mon médecin généraliste a eu l'intelligence et le courage de dire bah d'accord, c'est ce que tu veux, je te le prescris. Merci beaucoup Jean-Dominique Michel. Votre livre c'est Covid, Anatomie d'une crise sanitaire aux éditions Humaine Science. Vous êtes anthropologue, expert à la santé publique en Suisse et merci d'avoir choisi Morandinette pour vous exprimer.